tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est toujours ravis de vous retrouver et pour un épisode qui va être plutôt sympa à faire parce qu'on a un programme plutôt joyeux cette fois-ci. C'était assez rare, on va dire, récemment d'avoir 2 victoires de suite, même depuis le début de saison. Et là, on aura 2 victoires à débriefer aujourd'hui. Celle contre Antibes, c'était à Antibes samedi. Une belle victoire de plus de 20 points. Et la victoire contre Grisoberhofen ce mardi, pareil, plus de 20 points d'avance. Et donc un programme où on est très heureux pour une fois d'avoir deux victoires. Mon invité du jour, c'est pas Samuel, ce sera pas Lilian. Il fait son retour depuis plusieurs mois. Je pense que c'est le touriste mexicain préféré, ton touriste mexicain préféré, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut, le revenant est de retour, si on peut dire ça comme ça. Salut Flav, comment ça va? Eh ben, ça va très très bien, très content de refaire un podcast avec toi, ça faisait longtemps. Ça fait très plaisir. Et pour les stats du site et de LNB-TV, s'il y a quelqu'un qui regarde Barry Grisoberhofen du Mexique, c'est moi. Eh ben voilà. Ah ça, il y aura pas grand monde du Mexique qui regarde de telles affiches. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'essaie de faire la promo, mais c'est compliqué. Ouais, bon, avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle juste les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Facebook. Toutes les infos sont dispo sur le site comme d'habitude, parisbasketball-onair.fr. Voilà, là, les résumés des 2 matchs dont on a parlé, les conférences de presse, il y a un peu de tout. Et puis la centième, d'ailleurs, je l'ai pas noté, contre Gris. Bref, gros programme, deux jolis matchs à débriefer qu'on va faire tout de suite. Paris Basketball Air saison 2, épisode 17. Let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Voilà, et on démarre avec cette victoire face à Antibes. Une victoire qui a mis un peu de temps, enfin pas un peu de temps, mais au moins le premier quart-temps a été compliqué côté parisien pour se mettre en route. Derrière, la machine a laissé aucune chance aux hommes de David Guttels, c'est Guttels, Daniel Guttels Guttels. plutôt, qui ont eu beaucoup de difficultés à contenir les Parisiens. Le score, voilà, 22 points d'écart, 66-88. Paris qui avait déjà gagné au match aller à la Halle Carpentier, mais d'un score beaucoup moins large. Voilà, Antoine, je commence du coup pour présenter le match un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? C'est quoi un peu ton ressenti, le pouls du match globalement? Avant le match, déjà, il y avait une pression, parce que Paris à l'extérieur, c'est compliqué, et Antibes restait sur 2 victoires en une semaine. Donc il y avait 2 dynamiques. Paris voulait ne pas perdre la dynamique de la montée, et Antibes voulait garder sa dynamique de maintien. Et ça s'est ressenti dans le début de match où il y avait une pression parisienne, où le premier carton il est assez compliqué. Kamagaté il marque contre son camp, Jean-Marc Pansa qui doit mettre 8 points, quelque chose comme ça, qui prend beaucoup de rebonds, donc c'est très très compliqué. Après, bon, la dynamique avait un peu changé puisque Paris va réussir à se procurer des tirs ouverts dans le deuxième quart-temps, mais ça défend toujours très mal. La raquette a beaucoup de mal à être défendue. Et c'est quelque chose qui a fait vraiment beaucoup de mal aux Parisiens, c'est la défense intérieure. Bon, au début, puisqu'après ça s'est un petit peu arrangé, puisque Antibes n'arrivait pas à shooter. Il shootait à 3 sur 12, il me semble, et 17 ballons perdus. Voilà, donc Antibes petit à petit a perdu le fil. Grâce à des joueurs parisiens, je vais citer Dustin Sleva qui a été très précieux en sortie de banc, parce qu'il met 9 points en 3 minutes en revenant de la mi-temps. Il en met 16 en tout, plus 3 petits rebonds, 3 interceptions. Bon, on reviendra sur lui, mais voilà, il y a une rigueur qui a été apportée par Dustin Sleva en seconde mi-temps qui a vraiment remis les Parisiens dedans. Et voilà, vers le quatrième quart-temps, Paris qui retrouve sa défense, parce que c'est la 4e meilleure défense du championnat, donc ça a vraiment étouffé ces joueurs d'Antibes. Et à la fin, le coach, il a un peu rendu l'âme, puisqu'il s'est dit je vais faire rentrer mes jeunes, et le match est perdu. Puis au final, Paris gagne de 22 points avec une vraie belle performance collective. Ouais, bah, t'as donné beaucoup de choses. Je te propose qu'on revienne sur la défense intérieure parce que c'est quelque chose déjà qu'on soulignait la semaine passée avec Samuel, lorsque notamment on avait parlé de la défaite contre Saint-Quentin, que Ismaël Kamagaté notamment était un peu moins dedans. Et c'est vrai que c'est tout de suite ce qu'on a remarqué dès le début de la rencontre que Paris avait du mal à défendre à l'intérieur, des rebonds offensifs toujours laissés à l'équipe adverse. Et comme souvent, en fait, c'est par sa défense sa défense, et notamment du coup sa défense intérieure, ça va de soi,
que Paris s'est remis dans le sens du match. Paris est mené à la fin du premier quart-temps de 5 points, alors que c'était plutôt pas si mal embarqué. Et c'est vrai qu'il y avait Jean-Marc Pansa qui était très fort, Kemidayo Youssouf qui arrivait à l'hiver, qui fait vraiment du bien à cette équipe. Et c'est vrai que du coup, ces deux intérieurs-là font beaucoup de mal. J'en ai discuté avec pas mal de suiveurs de Pro B voilà, on était plutôt d'accord sur le fait que Youssouf et Pansa ont du mal à jouer ensemble. Et en début de match, j'ai trouvé que justement, ils étaient très impactants ensemble sur le terrain. Ils se sont très bien relayés. Et je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais c'était vraiment le défaut en début de match qui fait que Paris s'est plombé. Voilà. Retard à l'allumage, on sait qu'il y a toujours un quart-temps pour Paris où c'est compliqué. Bah, cette fois-ci, c'était le premier. C'est d'autant plus effrayant que c'est vrai qu'il y a un retard à l'allumage, mais à l'extérieur, c'est souvent, c'est même pas un retard, c'est que ça démarre pas du tout et ça démarre sûrement jamais. Il faut se rappeler de certains matchs à l'extérieur où on n'est jamais dedans, où on est dedans 5 minutes On peut sur plusieurs matchs. penser celui de Saint-Quentin où il y a. Alors, on n'est pas dedans, mais il y a que 5 vraies minutes où le Paris Basketball joue avec son identité. Donc voilà, donc là, quand toi, Youssouf et Pansa qui ont du mal à jouer ensemble et là, en l'occurrence, se complètent aussi bien, ils font autant de mal dans une raquette où Kamagaté avait du mal à se réveiller, ou Valentin Chéry pareil. Valentin Chéry fait un bon match, on en reparlera, mais l'entame de match elle est très très compliquée. On est à se demander si Antibes réussit à rentrer, à tirer de loin et à rentrer ses shoots extérieurs également. On se dit que ça va être très très compliqué pour Paris face à une équipe qui de base enfin entre Antibes et Paris, ça n'a jamais été tout blanc, tout blanc. On se rappelle l'année dernière où il y avait des vraies confrontations. Cette année, c'était un peu plus facile puisqu'Antibes a beaucoup galéré. Mais c'est jamais une équipe facile à gagner, encore plus quand elle est morte de faim dans une bonne dynamique comme elle l'était avant le match. Ouais, c'est vrai parce que Antibes, alors certes, c'est une équipe qui était en difficulté avant le match, hein. On parle d'une équipe qui était, 15e. qui était 15e avec 6 victoires et 14 défaites lorsqu'ils affrontent Paris. Non, 6 victoires et 13 défaites, pardon. Et qui venait d'enchaîner par contre 2 victoires de suite. Et justement, grâce à Temidayo Youssouf et à Jean-Marc Pansa qu'on citait tout à l'heure, qui avaient chacun leur tour, avaient sorti un gros match chacun. Et c'est vrai qu'on a retrouvé du coup ces difficultés-là, pas très longtemps, parce que, comme on l'a dit, hein, Paris s'est vite repris, parce que les Parisiens mènent à la mi-temps 42-35, ils encaissent que 15 points sur le deuxième quart-temps. On retrouve déjà une équipe défensivement beaucoup plus cohérente, même si je trouvais que ça ressemblait vraiment à un match d'attaque, beaucoup plus d'attaque en tout cas que de défense, mais c'était très solide. Et on va peut-être, je ne sais pas si on peut passer sur l'individuel, mais on a 1, 2, 3, on a 5 joueurs qui ont marqué entre 12 et 16 points sur la rencontre. J'ai trouvé vraiment que collectivement, c'était très bien du côté du Paris Basketball, tout simplement parce que la menace venait de partout. Il n'y avait pas un joueur qui surperformait. Même sur l'évaluation, hein, on a du 13 d'évaluation pour Valentin Chéry, 14 pour Nobel Bonkolo et pour Ryan Botwright. On a un 15 pour Sleva. On a un 18 pour Gauthier Denis, qui est la meilleure évaluation. Je crois qu'il est la meilleure évaluation du match. Ouais, mais tranquille, hein. Oui, et tranquille, parce qu'il met que 12 points. Enfin, que 12 points, c'est déjà bien, mais il est efficace. Il prend beaucoup de rebonds. Il en prend 7. Il prend 7 rebonds. Il me semble qu'il n'est pas loin de son record. Je crois que c'est 7 ou 8 son record. Enfin bref, je trouvais que dans ce match que Paris a su s'adapter en fait à son adversaire. Et c'est une qualité que je trouve de plus en plus remarquée du côté de cette équipe. C'est-à-dire qu'elle elle arrive vraiment à mettre ses forces au bon endroit contre la bonne équipe de plus en plus régulièrement. Il y a très peu maintenant de passages où je trouve que le coach se plante sur son plan de jeu. Je trouve qu'il l'a fait. Il était un peu dans le faux contre Saint-Quentin, mais tout le reste du match, tous les derniers matchs, pardon, franchement, c'est plutôt bien fait. Et du coup, on a ce panel de joueurs qui ont mis beaucoup de points. Et tout à l'heure, je n'ai pas noté non plus Amarassi, mais Amarassi qui met 12 points. Encore une fois, on disait qu'il était en forme. Là, tout de suite, moi, je pense à lui, et notamment à Dustin Sleva aussi, qui met 16 points, mais un seul point à la mi-temps. Je sais qu'Antoine, tu voulais un petit peu en parler. Je te lance un peu sur lui et sur son match à Dustin. Dustin, c'est vraiment la force tranquille de sortie de banc, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un des rares joueurs, quand il a un point, comme tu l'as dit à la mi-temps, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait
qui peut avoir une enflammade de scoring en seconde mi-temps, ou alors s'il l'a pas, il va quand même être efficace. Parce qu'au-delà de ses 16 points et de ses 9 points en 3 minutes dans le troisième quart-temps, pardon, il est à 2 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 ballons perdus, mais 2 ballons perdus, enfin voilà, c'est rien du tout. 3 interceptions, il est absolument partout, il défend bien, c'est un leader vocal aussi qu'il faut toujours souligner. C'est un joueur qui pousse ses coéquipiers, qui est très très concentré sur les phases offensives adverses. Et son footwork, il est quasiment imprenable pour les intérieurs adverses. Il a fait un match extrêmement complet et je pense que c'est lui qui a amené cette dynamique. Dans le second quart-temps, on a Nobel et Amara et Bottiloni aussi qui ramènent ce souffle parisien, mais l'élan, le vrai élan, je trouve que c'est vraiment Dustin Sleva qui l'a apporté par sa polyvalence en fait, au scoring et en défense. Ah bah, juste pour. Bah, il a été complet, oui, mais surtout en deuxième mi-temps, c'est sûr il a été complet, mais très irrégulier. C'est-à-dire qu'il a quand même 20 minutes où on ne le trouve pas en attaque. Et c'est pas les premiers matchs, et je pense qu'on l'a déjà souligné dans les podcasts, et même entre nous, hein, à la mi-temps du match contre Antibes, on a une conversation WhatsApp où du coup on discute pendant les matchs, et sur le match à domicile, sur le match à Antibes, je crois que c'est moi qui dis vous inquiétez pas, De Sinslever, on le connaît, deuxième mi-temps, ça va faire mal. 3 minutes plus tard, il était déjà à plus de 10 points alors qu'il était à 1 à la mi-temps. Et c'était en plus, c'est tous ces points qui marquaient. Il y a un alley-oop sur une remise en jeu qui finit très bien. Il y a du post-up à l'intérieur, il tire à 3 points. En fait, il leur a fait tout en début de troisième quart-temps. Et c'est à ce moment-là aussi que Paris, alors je disais que Paris a fait un très bon deuxième quart-temps. Paris commence à prendre un premier écart plutôt aisé, même si à la fin du troisième, il n'y a que 9 points d'avance. C'est quand même Dustin Sleva qui a apporté ce regain d'énergie collectif et permettre aussi à une équipe parisienne qui, on la connaît, hein, quand elle est un peu attaquée sur les matchs à l'extérieur, elle est capable de perdre pied. Et, À s'effondre. elle s'effondre, voilà. À Saint-Quentin, à Gris notamment, dont on parlera tout à l'heure. Et là, clac, il y a eu un déclic qui était de Sinsleva sur ce match-là, mais qui d'ailleurs l'est souvent quand ça va mal, c'est lui qui prend un peu les choses en main. Et c'était franchement agréable de le voir là. Paris ne prend que 11 rebonds défensifs, 11 rebonds offensifs par Antibes. Et il y en a beaucoup à la fin parce que franchement, je crois qu'il y avait même plus 25 à un moment. Et Paris a laissé un peu couler la fin de rencontre. C'était un peu relâché. Moi, j'ai trouvé vraiment collectivement, il y avait du mieux. Voilà, parce qu'ils font 17 passes décisives pour seulement 7 ballons perdus. Mais c'est sur des stats. 7 ballons perdus, ouais. C'est des stats qu'on a très rarement, du moins qu'on a très rarement eu sur les premiers matchs de la saison, sur même la première partie de saison où voilà, Paris pouvait perdre jusqu'à 20 ballons, 20-22 ballons par match. Tu peux pas gagner un match, et le coach le dit souvent, mais tu peux pas gagner un match quand tu perds 22 ballons dans une rencontre. Et là, pour le coup, les pertes de balles et le jeu collectif allaient super bien. Je sais pas. Clairement que. Ouais, vas-y. Non, c'est que même ça vient aussi de nos lignes arrière. Ryan Botwright est un joueur qui est très agréable à regarder, mais qui perd quand même beaucoup de ballons. On en reviendra contre Grise, par exemple. Il en a perdu un certain nombre. Joan Bégarin aussi, il a un jeu très spectaculaire. Il perd un certain nombre de ballons. Sur ces matchs-là, Bégarin, il en perd pas. Botwright, il en perd pas. Marassi, il en perd un. Ismaël Magaté, il en perd deux. Mais voilà, on en revient aussi à sa bataille intérieure qui était particulièrement rugueuse. Mais sinon, tous les joueurs qui ont eu, par exemple, à créer ou des situations offensives individuelles, ils n'ont pas perdu de ballon. Alors que d'habitude, on en perd énormément sur des situations individuelles. Effectivement. Et juste dernier mot avant d'enchaîner sur Christophe Broffen, je trouve qu'on a une équipe là, du moins sur le match contre Antibes, une équipe c'est les expérimentés, c'est un peu les plus anciens de l'équipe qui ont fait le travail, hein, parce qu'on voit les 13 points de Nobel Bonkolo. Je sais qu'on n'a pas forcément été très tendre lors du dernier podcast avec Samuel, et là ça va mieux. Il fait un beau match. Hein. Il fait un beau match contre Antibes, il fait un beau match contre Grise, Amarassi 12 points, je le disais. Ryan Botwright, il est à 13 points, à 3 sur 4 à 3 points. C'est vrai qu'aussi Paris a cette particularité maintenant. Je pense, j'ai pas la stat exacte, mais depuis l'arrivée de Ryan Botwright, l'adresse à 3 points collective est vraiment montée. Paris, d'ailleurs, c'est l'équipe qui shoot le mieux tout court de la Pro B, hein. C'est celle qui a le meilleur pourcentage au tir.
Et c'est vraiment pas une surprise vu comment offensivement Ryan Boatwright apporte du spacing et laisse un peu de place à ses autres coéquipiers, comme Arassi, comme Gauthier Denis, comme John Bégarin, par exemple. Et c'est vachement intéressant ce que tu disais aussi sur le fait que le coach, il s'adapte à toutes les situations. C'est vrai il a un effectif qui est capable de s'adapter à tout, qui peut jouer sur demi-terrain, qui peut jouer en transition, peut-être un petit peu moins rapidement que l'année dernière, parce qu'il y avait Sylvain Francisco. Mais c'est un effectif qui sait s'adapter à tout type d'équipe. Après, ben, si l'équipe d'en face, comme Saint-Quentin, par exemple, on en revient à eux, ils flambent au scoring où voilà, ils ont une réussite insolente. Ben, là, tu peux rien faire. Mais on sait que en termes de coaching, il a quand même un panel de choix qui est assez incroyable pour la Pro B. Je trouve qu'il y a très peu d'équipes de Pro B qui sont capables d'aligner autant de styles de jeu, si on peut dire ça comme ça. Ouais, non, je te comprends. Après, évidemment, le plus efficace reste la défense comment dire, tout terrain pendant 40 minutes, de la concentration et d'être capable de pouvoir marquer sur transition. On connaît un peu maintenant, on a l'habitude de voir cette équipe développer son jeu désormais. Je te propose qu'on passe sur le match de Grisou-Beurofen, qui était donc mardi soir. Pour nous, là, le jour où on enregistre, c'était hier soir même. Donc, ça fait très, très peu de temps qui nous sépare du match pour la Vallée, mais on va quand même le débriefer. Honnêtement, il n'y a pas eu match, par exemple, sur cette rencontre. Pareil, sur le premier quart-temps, je donne le score peut-être avant, 93-72 pour Paris. On a eu une équipe de Paris concentrée de A à Z qui, je crois, gagne tous les cartons, Ouais. ce qui est Eh ben, plutôt rare. Paris qui mène 22-19 à la fin du premier carton, c'était serré. Et petit à petit, l'adresse enfin, l'avantage s'est creusé en faveur du Paris Basketball. Et on a eu pareil, encore une fois, un écart largement en faveur des hommes de Jean-Christophe Pratt. Il faut le dire aussi, Christophe Beurofen venait de jouer 3 ou 4 matchs en 7 jours, avec un rythme qui commence à être un peu fou pour toutes les équipes de Pro B, et notamment Gris, parce qu'ils avaient eu des cas de Covid-19 c'était en très mars. compliqué pour Grise. Voilà, et pourtant, ils s'en sortent plutôt bien, parce qu'ils avaient, peut-être sur les 5-6 derniers matchs, ils avaient que 2 défaites. C'était contre Quimper et Évreux, et c'était de 3 et 1 point. Donc, on avait une équipe de Gris qui venait quand même avec de la confiance, mais qui est quand même venu à bout physiquement, je pense. Un peu comme Évreux la semaine dernière, qui n'avait pas proposé du moins un basket très, très, très flamboyant. Là, c'est un peu la même chose. Gris je trouve, n'a pas su trouver les armes pour contrer Paris. Et encore une fois, collectivement, je trouve que le Paris Basketball a vraiment été sérieux du début quasiment à la fin, parce qu'il y a 5 minutes dans le troisième quart-temps qui sont moyennes, très moyennes même. Mais là, vraiment, l'enchaînement des 2 matchs, moi, je suis beaucoup moins inquiet. Enfin, inquiet, hein, c'est un grand mot encore, mais je suis beaucoup moins inquiet que ce que je n'étais il y a encore peut-être 10 jours sur la manière dont joue le Paris Basketball. Je sais pas, toi, Antoine, sur le match, ce que tu en as pensé. Tu disais qu'à Antibes, c'était les vétérans qui avaient pris les choses en main. Bah, ce match-là, c'était l'opposé. C'est plutôt agréable. C'est le trio des jeunes qui a vraiment qui s'est énervé. Kamagaté qui met 9 points en 5-6 minutes. Vraiment, que des dunks, que des alley-oops, que des dunks. Vraiment, c'était sa marque de fabrique en début de match. Celui qui met tous les premiers points. Tu as un Johan Bégarin qui est absolument inarrêtable. Il a 14 points à la mi-temps. Il est adroit de loin, il est imprenable pour ses défenseurs. Les pauvres défenseurs de Gris qui devaient aussi être à bout physiquement, je pense que tu as raison. Mais c'est vrai que ouais, avant le match, il y avait quand même une grosse crainte, c'était d'enchaîner, parce que les Parisiens ont souvent du mal à enchaîner à domicile, il n'y a pas de souci, mais tu te dis après Ah tu allais si, gagner à Antibes. Paris enchaîne à domicile, justement. À domicile, ils sont à 9 victoires, oui, mais je veux dire, à domicile, je me fais pas de soucis. Ce qui me faisait un petit peu peur, c'est de me dire, on revient d'une victoire à l'extérieur, un peu fatigué. Comment ça va être face à cette équipe de Gris qui peut clairement arriver, comme au dernier match, contre eux, justement, nous refaire la même, quoi. C'est ça qui me faisait un petit peu peur. Au final, ben, en premier mi-temps, c'est les jeunes qui m'ont vraiment rassuré. Kamagaté, même Barbic, bon, qui s'est un petit peu plus effacé après. Et surtout, Bégarin, que j'ai trouvé impressionnant sur cette première mi-temps. Bah, moi, c'est tout le match, hein. Honnêtement, pour te dire, j'avoue Oui, avoir été bluffé de A à Z par sa prestation. Petit point stade, 21 déval. Voilà, il met 19 points, 5 il y a rebonds. un point de son record. Ah ouais, déjà. 5 rebonds, 4 passes, une interception. Alors certes, il perd 3 ballons. Pour 21 déval, c'est son record égalé en carrière professionnelle.
Donc un niveau de jeu pour Juan qui est tout simplement dans ce qu'il est capable de faire de mieux depuis qu'il est basketteur professionnel en fait. Et, euh, et c'est vrai, du coup, en conférence de presse hier, on lui posait la question parce que je trouve que les deux matchs, en fait, les deux matchs contre Gris cette saison se ressemblent énormément. Dans le sens où, à Gris, au match aller, Paris perd de peu, mais c'est surtout parce que Paris avait 14 points d'avance en première mi-temps et fait un troisième quart-temps cataclysmique pour se mettre tout seul dans la merde, en fait, et perdre le match. Non, mais oui, non, mais c'est un peu ça, c'est que Paris avait perdu ce match. Comme Ouais, souvent, ça va, tu creuses ta tombe. comme souvent, hein, on en a plein des exemples. On a Poitiers, on a le match à Denain. Demain, c'est le pire. À Denain, ça a été, je pense, un souci, enfin, vraiment un vrai traumatisme un peu pour cette équipe. Ils ont mis du temps à s'en remettre. Ils ont mis en fait jusqu'au match contre Denain, je trouve, pour s'en remettre et commencer à enchaîner. Mais du coup, ce match à Gris ou Paris, dans le troisième quart-temps, ça ressemblait vraiment à ce qu'on a vu mardi à la Carpentier. C'est dans le troisième quart, on a vraiment du mal à enchaîner, à défendre. On n'a plus les bases. Et il y a quelque chose qui a été super important par rapport au match aller où Paris avait lâché prise, c'est que Paris a mis des points. Et Paris a mis des points, notamment parce que Nobel Bunkolo fait un excellent troisième quart-temps. Il met 8 points dans le troisième quart. Et en fait, il tient Paris à flot. Et comme je le disais au début de ce débrief de match, Paris n'a pas perdu un seul quart-temps. Paris gagne 23-22 sur celui-là. Alors certes, ils ont pris 22 points. Je crois que c'est le plus gros total d'un quart-temps sur le match. Mais Ouais, c'est parce que. ils ont réussi à en mettre 23. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de leur défense pour rester dans leur rencontre et ne pas lâcher. Et c'est plutôt enthousiasmant de se dire qu'au final, ok, j'ai une équipe, je prends l'eau, enfin, j'ai une équipe en face qui est très efficace offensivement, bah, moi, je vais être encore plus qu'eux, je vais pas resserrer ma défense, je vais la resserrer, évidemment, mais je vais surtout être meilleur qu'eux au scoring. Et Nobel, il a été incroyable sur ce Q3 face à un duo Dinal-Edwards qui a fait extrêmement mal à l'intérieur sur ce troisième quart-temps. Ils se sont trouvés les deux, Bah, c'était terrible. c'est surtout Dinal en première mi-temps. Je crois il doit mettre 3 ou 4 points en deuxième. Mais c'est surtout Edwards qu'on ne voyait pas du tout. Et même Ludovic Pouillard en conférence de presse, le coach de Gris le disait. Moi, j'ai pas reconnu mon Américain, donc comme Brandon Edwards, qui met 6 points, 5 rebonds, 2 passes. Ouais, mais il fait tout dans le troisième quart en fait. Et derrière, Ouais, c'est ça. avant et après, il y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Ça répondait plus. Et Paris sort à la fin du troisième quart-temps avec 11 points d'avance. Et derrière, ça a déroulé collectivement. Alors, Chris Oberhofen, ils auraient loupé une vache dans un champ. Ils étaient incapables de mettre. Ah, Ouais. ils étaient incapables de mettre un tir. Ils cherchaient les fautes, au Alors, final. ils cherchaient beaucoup de fautes parce qu'ils ne trouvaient pas d'adresse au tir. Je crois en première mi-temps, ils sont à 3 ou 4 airballs. On est sur une équipe professionnelle, une équipe d'ailleurs qui est offensivement l'une des meilleures de la Pro B. C'est son identité de jouer très vite sur un tempo très élevé, de proposer, voilà, beaucoup de possessions sur un match. Et ils étaient incapables de marquer. Et comme tu le dis très justement, ils sont allés chercher beaucoup de lancers francs en première mi-temps, ce qu'ils ont moins fait, je trouve, en deuxième, ou du moins sur le troisième quart, ils l'ont réussi. Ils cherchaient souvent des lancers francs par des drives, et on était incapable de défendre dessus pendant 10 minutes. Ils sont maintenus à flot comme ça. Et quand Paris a trouvé la solution défensivement pour ne plus se faire avoir par les fautes, ça a déroulé derrière. Et on a eu une équipe de Paris plutôt cohérente du début à la fin sur la rencontre, quoi. Tout très convaincante. Je voulais revenir sur un point de Nobel. Est-ce qu'il y a pas j'avais une question même pour toi. Sa première mi-temps, elle t'a pas frustré, mais pas dans son jeu, en fait, dans le match en général. Parce qu'à chaque fois qu'il a un ticket shoot ouvert, soit le coéquipier qui lui fait la passe, soit il subit une faute, soit il commet une faute. Et ça arrive 2 ou 3 fois, en fait, il se retrouve à shooter et l'arbitre siffle avant qu'il shoot. Donc tu dis, en fait, Nobel ne va avoir aucune opportunité dans le match. Et quand tu vois son troisième quart-temps où vraiment il met un gros 3 points à un moment, vraiment en plein cœur de la défense de Gris qui était aux abois total, ça, tu te dis, c'est vraiment ce qu'il lui fallait. Genre, on a l'impression on l'a enchaîné pendant une mi-temps et là il fallait qu'il se déchaîne. Il s'est déchaîné sur Gris. Bah écoute, j'avais pas trop remarqué ça en première mi-temps, je t'avoue. Moi, je Mais me rappelle d'un drive de Barbic. Je crois qu'il subit la faute.
Et en fait, il décale Nobel dans le corner. Nobel, il rentre son shoot et le shoot rentre. Mais Oui, non, il y a ouais. faute. Ouais. Et il y a un autre moment, il y a une autre situation qui est assez similaire. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on veut pas qu'il joue, quoi. Donc après, je veux bien qu'on le critique, mais c'est après, il a même pas d'opportunité de Ouais, mais après, scorer ou de faire son jeu. bah écoute, son match, pour moi, pour être très honnête, je le trouve super propre, hein, et je pense Ouais, que tu es d'accord. Euh, il fait 0 faute. Alors, il joue 25 minutes, c'est le plus gros temps de jeu du match. il Euh, perd pas il, de balle. il perd pas de balle et il provoque 4 fautes. C'est le Nobel propre qu'on aimerait avoir à tous les matchs, concrètement. Et c'est vrai que, bah voilà, on le disait aussi dans le podcast précédent, il connaît une saison un peu plus compliquée. Mais là, ça commence à compter en fait les matchs. Et depuis 3 matchs, honnêtement, j'ai pas grand-chose à redire sur ses performances. Au contraire, c'est plutôt encourageant. Et voilà, là, il marque 18 points. C'est pas le meilleur marqueur du match, parce que je pense qu'on peut aussi parler un peu de Johan juste après. Mais, euh, Clairement, mais, ouais. mais il fait une performance vraiment propre pour le coup. C'est vrai que quand Et, tu te dis que sur 2 victoires de suite, il a mis 13, 18 points, plus voilà, des rebonds, des interceptions et très peu de ballons perdus, c'est vraiment le Nobel qu'on attend de voir et qu'on aime voir Ouais, surtout. ouais, et puis j'ai une image en tête, mais c'est sur c'est sur une défense où Paris récupère le ballon. Et je voyais Jean-Christophe Prat aller le féliciter, lui dire Nobel, c'est bien. Il lève le pouce en l'air pour vraiment, il l'appelle pour lui dire vraiment, c'est bien ce que tu as fait. Et c'est des choses, quand on voit Jean-Christophe Prat généralement pendant les matchs avec Nobel, c'est moins, comment dire, c'est moins convivial. C'est plus C'est comme. l'amour vache. Je t'aime et tu Voilà, me saoules. c'est ça, c'est un peu ce qu'on peut voir notamment avec Evans Ganapamo quand il rentre sur le terrain, ce qui n'est pas arrivé malheureusement pour lui depuis un petit moment, qu'on n'en a pas trop parlé d'ailleurs. Enfin bref. Jean Bégarin, Antoine, je pense que du coup on doit en parler un peu plus longtemps. Euh, Là, ça commence à être criant. Je sais que ça doit faire 2 ou 3 podcasts qu'on en parle, mais je trouve que vraiment, on a un joueur là presque total qui, s'il continue comme ça, il n'aura plus rien à faire en Pro B d'ici le mois de juin, quoi. C'est clair, son profil a tellement changé. Je me rappelle, euh, je me rappelle déjà avant, c'est vrai qu'on avait l'image d'un Bégarin qui était très bon en transition, physiquement incroyable. Sur les coast-to-coast, sur les drives, il était quasiment imprenable, il était très compliqué. Ligne de fond, pour moi, il est quasiment imprenable, hein. En Pro B, Ah bah c'est soit tu laisses passer, il va au panier et tu t'espères qu'il y aura une aide pour le contrer, sinon tu fais faute. c'est ça. Et, euh, et même à 3 points avant, genre, non, il va encore en prendre un. Maintenant, même, je crois que c'est parce qu'il a 2 sur 3 hier, par exemple, contre Grise. Et à un moment, il prend un 3 points. Et je me suis dit, ben, il y a encore 6 mois, je me serais dit, ah, il va encore shooter, ça va encore finir à côté. Là, je me suis dit, vas-y, prends-le. Si tu le rates, c'est pas grave, parce que je sais que maintenant, tu peux les mettre, tes 3 points. Tu as vraiment bossé ton shoot et il est quand même beaucoup plus fiable. À la création aussi, je le trouve vraiment beaucoup plus efficace qu'avant. Là, il a 4 passes contre Grise. Et même, je trouve il a vachement gagné de l'arrivée de Ryan Boatwright en ce qui concerne cet aspect du jeu. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Complètement d'accord, complètement d'accord. J'ai un peu ces stats là sous les yeux depuis le match contre Souffle début avril. Il est à 4, 5, 5, 4, 3, 2, 4 passes. Je pense il y a que pardon, Ryan Boatwright qui doit avoir plus de passes décisives sur la période. John Bégarin a vraiment step up en termes de création. C'est ça aussi qui fait qu'il est plus fort pour aller marquer, parce que ça devient un joueur total. C'est-à-dire que c'est une triple menace. Il peut shooter à 3 points, il peut driver, il peut passer. À partir de là, le défenseur, faut Ça qu'ils fait quoi faire? inventent. Voilà, mais c'est clairement ça. Il faut qu'ils inventent des choses. Et il y a un truc qui m'a surpris, qui m'a fait sourire en conférence de presse, c'est Ludovic Pouillard, l'entraîneur de Grise Oberhofen, qui fait sa conférence de presse. Et au moment où il sort, où il termine et il sort, c'est le moment où Juan reprend le flambeau pour passer. Et Ludovic Pouillard lui dit: Ah bah mon fils m'avait parlé de toi, il fait que me parler de toi, il m'avait dit ouais, il va te dunker dessus, tu vas voir. Et Juan devient ce joueur où on commence vraiment à avoir une hype pour poursuivre quand même pas mal de choses sur la draft NBA cette saison. Ça commence vraiment à en parler comme un joueur sérieux. Ça commence à faire des scouting reports. On commence à avoir des scouts T'es scout NBA. qui viennent au match, hein. On avait vu Mike Schmitz à Saint-Quentin. Il y en avait un autre hier à Grise Oberhofen.
voilà, il commence à y avoir une attraction autour de Johan Bégarin qui est vraiment satisfaisante. Je me souviens, et je pense qu'on en reparlera forcément en fin de saison, mais de ces premiers matchs où je me sentais frustré parce que je Moi savais qu'il aussi. avait du potentiel. Et en fait, on a été très dur avec Johan sur les premiers podcasts, sûrement. Je pense que si on réécoute ça dans les tout premiers podcasts de la première année qu'on a faite, je pense qu'on a été très dur. Mais honnêtement, là, le joueur qu'il est maintenant, c'est incroyable. La marge de progression qu'a ce gamin maintenant, c'est fantastique. Et tu disais physiquement, il est monstrueux, mais quand tu vois les dunks qu'il envoie contre Grisel Oberhofen, le moulin à vent en contre-attaque, mais oh là là, il s'est envolé. Puis forcément, le plus beau, c'est le poster là sur. J'ai pas le nom du joueur de Gris qui est en dessous, mais il attaque ligne de fond, il arrive à se détacher de son défenseur, à passer l'épaule. Derrière, il arrive en plus, après avoir encaissé le choc justement de son défenseur, à sauter et à Tomar sur la tête du mec qui vient en aide. Franchement, moi je vous dis, c'est un bonheur honnêtement de regarder ce gamin tous les jours, tous les matchs qu'il peut faire. C'est clair. Et, on serait très triste de ne plus le voir l'année prochaine parce que ce serait très étonnant qu'il reste à Paris. Faudrait qu'il y ait un mauvais événement, une blessure, quelque chose comme ça. Et moi, j'y crois pas. Ce joueur ne sera plus à Paris d'ici 3 mois. Je veux dire triste et honoré parce qu'on pourrait dire voilà, on l'a formé. Jean-Christophe Frat l'a formé. Oui, bien sûr. Mais, nous, je ne suis pas sûr qu'on ait fait grand chose. Hein, mais c'est vrai que. Vous étiez les premiers à l'interviewer lorsqu'il est arrivé à Paris. C'est vrai. Non, mais voilà, Jeanne Bégarin, depuis 2 mois, c'est quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. Et ces 2 matchs contre Antibes où il est un peu plus discret, mais toujours efficace. C'est Voilà. ça, tant que tu es discret mais que tu fais pas trop de déchets, c'est pas grave dans le sens où. Parce que c'est ça. Vas-y, je te dis un truc sur le match contre Antibes, il est pas bon au tir. Il fait que 7 dévals, mais pour moi, c'est un des tout meilleurs du match. Il est à plus 21 de plus-minus sur la rencontre, c'est le plus gros. Parce que défensivement, il n'a pas lâché les mecs en face. Mais vraiment, il se met sur le meilleur extérieur et le mec ne marque pas. C'est vrai que c'est un pitbull. Hein. C'est un pitbull. Et il a un profil tellement fort. Alors, on aime bien la NBA, forcément. Moi, je trouve que son profil colle totalement à la NBA s'il arrive à stabiliser son tir. Il va atteindre des sommets. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vrai que si on se met dans la peau d'un scout NBA, tu te dis, pour les Américains, c'est tout ce qu'ils aiment. Un joueur athlétique, physiquement vraiment au-dessus du lot. C'est ce qu'ils adorent. Si au-delà de ça, tu rajoutes un joueur techniquement déjà très correct, voire bon, qui peut en plus progresser, qui a une marge de progression parce qu'il est très jeune, c'est du pain béni pour une franchise. C'est un diamant brut, mais il est déjà un peu poli, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a énormément à progresser, mais tu te dis, mais la base qu'il a déjà, elle est supérieure à un nombre de joueurs de fac, c'est non négligeable. Et puis, il a cet avantage d'avoir joué contre des adultes depuis ses 16 ans. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui va compter pour la draft, alors qui comptera surtout sur le draft combine, mais on s'attend à une belle draft pour Jeanne Bégarin. Au-delà des draft combine, il est dans ce circuit de la NBA, enfin, ou des prospects depuis qu'il est très jeune. Ah bah bien sûr, quand il C'est-à-dire arrive. qu'il connaît un peu cette pression. Effectivement. Je te propose, Antoine, pour terminer, qu'on aille sur la double confrontation qui arrive, parce qu'elle va être vraiment, vraiment importante. Alors ça, il y a moyen que la saison de Paris se joue, je pense, sur ce match, sur cette double confrontation contre l'ADA Blois. Le premier match, ce sera ce vendredi, 30 avril à 19h. Le match retour à Blois sera mardi 2 mai, c'est ça, je crois. Mardi 2 mai. Mardi 2, bref, mardi 2 ou 3 mai, on s'en fout. Mardi 4 mai. Mardi 4 mai à 19h, exactement. La veille, c'est mon anniv et je ne me rappelle même pas, tu vois. Ah bah bravo, voilà, toujours. Il préfère regarder des mixtapes de Jeanne Bégarin, et c'est l'entière. Je les ai toutes vues, oui. Non, voilà, donc 2 matchs vraiment importants pour la saison du Paris Basketball contre un concurrent direct qui, joue ce soir d'ailleurs pour nous. Alors, nous, on est mercredi soir, donc qui se déplace à Antibes ce soir avant de se déplacer à Paris. Donc, déjà, ils vont arriver avec les jambes lourdes, l'ADA Blois, qui est actuellement cinquième de Pro B. Antoine, c'est quoi quel est ton avis un peu sur cette double confrontation
qui va, Bah, du coup, je pense, être très importante pour la suite. ça va être très importante pour Paris, pour pas de nouveau perdre le fil et aller s'enterrer dans les 7, 8, 9e places qui sont beaucoup plus compliquées après pour revenir. Face à une équipe de Blois qui déçoit, en fait. Elle a démarré en trombe et après, je crois, après le mois de décembre, le mois de janvier, il y a eu vraiment ils se sont un peu effondrés, ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont eu des gros pépins physiques, notamment il y a eu beaucoup de cadres qui ont été blessés, il y a eu des cas de Covid dans le club. Et on joue une équipe une équipe de Blois, pour en parler un petit peu même avec certains de Blois. Ils sentent que l'échéance, elle arrive et qu'ils sont très loin de leur objectif et que c'était un peu leur année. C'est l'année de Blois pour monter et là, ils y sont pas. Donc, ça va être très compliqué pour nous de jouer contre cette équipe. Ils ont des joueurs assez similaires aux nôtres. Je pense qu'ils peuvent nous offrir une bataille intérieure qui risque de faire extrêmement mal aux Parisiens ou qui risque de poser beaucoup de difficultés. Et ils ont des joueurs extrêmement expérimentés, extrêmement intelligents. Je pense à Benjamin Monclerc, qui est un joueur qui a, en étant honnête, il a un niveau de Jeep Elite. Donc ça va être deux grosses confrontations. Va falloir, si on peut gagner les deux, ça sera un miracle, je pense, parce que l'équipe de Blois va arriver avec une mentalité et un état d'esprit de j'ai plus rien à perdre, en fait. Ils ont plus rien à perdre, Blois. Alors, je te rejoins, mais moi, je vais aller un peu à contresens de toi, c'est-à-dire que Paris aussi n'a plus rien à perdre. Bien sûr, Paris, s'ils sortent avec 2 défaites de cette double confrontation, c'est euh, fini. c'est globalement fini. Il faudra. Parce que derrière des confrontations contre, contre le top 6, il y aura que Nancy 2 fois, Quimper et Fos. Et ça va être trois confrontations qui vont être compliquées. Je sais que Nancy, en plus, c'est un back-to-back, mais back-to-back où on joue la veille et le lendemain. Donc, au niveau du calendrier, c'est un casse-tête chinois pour à la fois Nancy et pour Paris. Bref, moi, je pense que Paris a largement toutes ses chances d'ailleurs de l'emporter, malgré, je trouve, la bonne forme de Blois en ce moment. Blois qui avait été battre Fos-sur-Mer à Fos mi-avril avec que des jeunes. Il y avait pas mal de blessés. Ils avaient reçu Fos 4 jours après, donc back-to-back également. Et là, ils avaient le match en main. Ils ont totalement défailli sur les 2 dernières minutes, mais ils avaient vraiment le match en main contre Fos. Et ils ont battu Saint-Quentin De 3 le points. week-end dernier de 3 points. Donc, en ayant été mené de 5 points à la fin du 3e quart. Donc, on a quand même une équipe de Blois qui va se déplacer avec de la confiance. Maintenant, ils vont arriver éclatés physiquement parce que ils sont en train de jouer actuellement pour nous à Antibes, où je crois qu'ils jouent dans une petite heure. Dans une heure, je crois. Voilà. Il faut faire le déplacement de Blois à Antibes. Il faut faire le déplacement entre Antibes et Paris. Il faut dormir à Paris. Il faut préparer ton match, etc. Arriver à la Carpentier vendredi soir, gonfler à bloc. J'ai beaucoup de doutes, moi, personnellement, qu'on voit une équipe de Blois absolument concentrée de A à Z sur le match. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, du moins sur le premier match. À l'extérieur, on sait que le jeu de paume, c'est quand même une salle qui est compliquée à aller braquer. Paris le sait, et Jean-Christophe Prat l'a dit, si Paris veut monter en Deep Elite, il faut perdre aucun match. Si Paris gagne tous ses matchs, ils monteront en Deep Elite. Ça va du coup là-dessus, sur une victoire de Paris à Blois. Moi, je pense qu'on a quand même été plutôt complet. Ce que je te propose, Antoine, c'est d'en finir avec cet épisode. On a eu un vrai plaisir à l'enregistrer. N'hésitez pas du coup à vous abonner Absolument. à nos réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Twitter, @ParisB-8OnAir. Sur Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Voilà, vous aurez toutes les infos sur les 2 matchs contre Blois qui vont arriver. N'hésitez pas non plus à aller voir. On avait fait un papier très intéressant. C'est Antoine qui s'en est occupé pour le 100e match de l'histoire du Paris Basketball. C'était contre Grise mardi. Il y a eu une très belle interview sur les 3 ans avec des anecdotes, etc. Je vous conseille d'aller voir. Et puis, likez le podcast, partagez-le. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube. On fait notre petite com, hein, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager à d'autres si vous avez aimé et si vous souhaitez un peu nous soutenir. Eh bien, nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour le débrief des 2 matchs contre Blois. C'est une spéciale Blois. Ouais. Ce sera une spéciale Blois et on espère qu'elle sera aussi spéciale que le podcast qu'on a fait aujourd'hui avec les 2 victoires. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut.